Nous avons eu droit au dernier épisode de La Roue du Temps, saison 3, et Elaïda a eu droit à son moment de gloire. Dès l'introduction, nous avons donc droit à l'élection de la mère d'Amirline. Elaïda face à la mère d'Amirline actuelle. Et sans réel suspense, c'est évidemment la mère d'Amirline que nous connaissons qui a été élue en grande majorité. J'ai trouvé cette scène, elle manquait d'idées ingénieuses pour nous faire comprendre qu'on avait le droit à un retour dans le passé. J'ai mis un peu de temps et j'ai dû la regarder 2 fois avant de comprendre ce qui se passait. C'est quand j'ai vu Landrine dans la foule que j'ai commencé à me poser la question. On a droit à une introduction, je dirais pas ratée, mais elle n'est clairement pas digne que ce que la série va nous proposer dans tout cet épisode. Dès l'introduction, on reste dans la Tour Blanche et on comprend rapidement que la Tour Blanche est toujours divisée. On a d'un côté ceux qui sont avec la mère d'Amirline et qui soutiennent le dragon, plus ou moins en tout cas, et on a ceux qui ne soutiennent absolument pas le dragon et qui sont du côté d'Elaïda. On a le droit à ce conflit perpétuel depuis le début de cette saison, Elaïda face à la mère d'Amirline. Et nous apprenons grâce à l'intro que ce conflit existe déjà depuis le début de l'élection de la mère d'Amirline. Certains décident même de quitter la Tour Blanche. La mère d'Amirline envoie un petit groupe proche d'elle pour aller capturer et ramener ceux qui se sont enfuis. Tout le long de l'épisode, le piège se referme et nous apprenons que tout ça était prévu par Elaïda. Au sein même de la Tour Blanche, il ne reste plus aucun soutien pour la chef actuelle, vu qu'ils ont tous été envoyés chercher les fugitifs. Il ne reste donc que les soutiens d'Elaïda et face à un procès injuste, la mère d'Amirline actuelle est destituée et c'est donc Elaïda qui devient chef face à une élection de 11 personnes, comme la loi de la Tour Blanche l'oblige. Elle est ensuite jugée très rapidement pour crime contre la Tour Blanche et soutien envers le dragon. Son pouvoir de l'unique lui est retiré. Ça, c'était la trame de la Tour Blanche, de tout cet épisode. Une trame qui n'a pas encore grande importance, mais on va voir ça plus tard. Du côté de Landrine, Nynaeve et Elayne, nous avons le droit à une trame qui a quand même plus d'impact dans le scénario, même s'il reste minime. Moghedien, qui avait réussi à récupérer le bracelet à Nynaeve il y a 2 épisodes, le rapporte donc à Landrine et se fait toujours passer pour quelqu'un de petit dans la société. Il ne reste donc à Landrine qu'à trouver le collier qui lui manque. On sait, par rapport à il y a 2 épisodes encore une fois, qu'elle sait où le collier se trouve. Il se trouve au palais de Tanchico. Elle y va, et Nynaeve et Matt se trouvent sur sa route. Elle y fait pas attention, mais les deux la reconnaissent. Et ils vont donc la suivre avec Elayne et Tom Merrilin. Le groupe se sépare et s'enchaîne quelques moments intimes. Nym et Matt sont ensemble, Elayne et Tom Merrilin sont ensemble, et Nynaeve se retrouve toute seule. Nous avons droit en premier lieu à Tom Merrilin et Elayne. On se doutait à aucun moment que les deux se connaissaient. Et c'est là qu'il apprend qu'il la connaît depuis qu'elle est toute petite, et qu'il faisait partie du palais bien avant. Évidemment, Elayne ne s'en souvient pas du tout, et tout le long de cette discussion, petit à petit, Elayne lui confie qu'elle a toujours vécu avec son beau-père actuel. Sauf que Tom Merrilin a vécu également une partie de l'enfance de Elayne au palais. Et ce beau-père n'a jamais été là. C'est là qu'on apprend que le rejeté a modifié les souvenirs de tout le pays. En tout cas, de tous ceux qui sont dans le palais pour faire croire que la relation de la reine et du rejeté existe depuis longtemps. On peut donc s'attendre que dans la prochaine saison, Elayne retourne voir sa mère pour lui expliquer. On va avoir donc droit à un conflit de nouveau entre Elayne et sa mère qui risque évidemment de ne pas la croire. En tout cas, Tom Merrilin est prêt à se sacrifier pour la petite fille quand une personne de l'âge noir, une sœur de l'âge noir, apparaît et veut les tuer. Et nous avons droit à un développement de personnage sur Elayne que j'apprécie énormément. Elle réussit à battre la sœur de l'âge noir en la prenant par surprise. Une conclusion sur son arc qui se termine plutôt bien et que j'apprécie énormément. De l'autre côté, on a droit à une conclusion également de l'arc sur Matt.
Matt qui, depuis le premier épisode, même depuis le début de la saison 1 pour dire, a toujours été un peu perturbé. Que ça soit par les ténèbres dans les 2 premières saisons et maintenant par les souvenirs qui le hantent. Des souvenirs d'une époque ancienne qu'il n'a pas connue. Il souhaite se débarrasser de ces souvenirs et il est soutenu par Min. Dans leur recherche du collier, Matt est intrigué par une sorte d'arche. Il se dirige donc vers cette arche et se fait aspirer. À l'intérieur, il y a un monstre. Mi-homme, mi-ours. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais en tout cas, c'était plutôt bien fait et il était assez flippant. Il ressemble un peu à un génie malicieux. Matt Cotton a 3 vœux. Il en fait un, puis il en fait un deuxième. Un deuxième qui était clair. C'était d'oublier son passé, d'oublier tous les souvenirs, qu'il n'ait définitivement plus aucune voix dans sa tête, aucun souvenir. Le génie obéit, il n'a plus aucun souvenir et Matt Cotton, dans la précipitation, lui ordonne de vouloir sortir. Il veut sortir de ce sorte de monde parallèle. Le sort de monstre est clair. Matt Cotton a fait un vœu, mais n'a pas mis de condition. Il en rigole, il en joue. Et la condition pour que Matt Cotton sorte est qu'il soit mort. Matt Cotton sort donc et il est pendu sur l'arche. La même arche que Min a eue en révélation il y a quelques épisodes. Elle avait vu Matt Cotton pendu à cette arche, mais elle croyait que c'était lui qui s'était pendu, or pas du tout. Et dans une scène riche en émotions, où les deux se cherchent depuis plusieurs épisodes, depuis même plusieurs saisons, on a Min qui tente le tout pour réanimer Matt. Et évidemment, elle réussit sans grande surprise, mais la scène était plutôt bien réussie et personnellement, elle a réussi à me toucher quand même un peu. De l'autre côté, nous avons donc le dernier personnage que l'on suivait dans notre petit groupe de héros, qui était Nynaeve. Nynaeve a réussi, elle, à trouver le collier. Sauf que, comme on a le droit depuis le début de cette saison, ce petit groupe, Nynaeve, Elaine et Matt, n'arrivent pas à garder quelque chose à chaque fois qu'ils le trouvent. Que ça soit le bracelet il y a 2 épisodes, et maintenant c'est le collier. Landrine l'arrache à Nynaeve. Et Landrine est bien forte, bien expérimentée, et elle l'enchaîne complètement Nynaeve et l'envoie dans l'eau. Bon, encore une fois, sans grande surprise, je m'y attendais. On sait très bien que Nynaeve, quand elle est au bord de la mort, ou quand il y a la mort qui toque à sa porte, que ça soit pour elle ou pour ses proches, son pouvoir se réveille. Elle est censée être la plus grande canalisatrice du pouvoir que le monde ait connu. Bon, on n'a jamais vraiment eu affaire à ses pouvoirs depuis le début de la saison 1, mais là, cette fois-ci, peut-être que Nynaeve va réussir. Elle s'en sort et arrache les chaînes et réussit comme une image de Moïse qui ouvre la mer en deux. Une belle image, une réalisation bien faite, même si j'aime pas trop la façon dont Nynaeve se tient, mais bon, c'est un choix de la réalisation, je l'accepte. Chacun ses goûts. Mais l'image est forte. Tel Moïse qui dirige son groupe à travers la mer en la séparant en deux, Nynaeve également traverse la mer en la séparant en deux. On peut donc penser qu'elle dirigera ce petit groupe d'une main de fer. On le voit dans sa tête. Enfin, elle sait de quoi elle est capable. Peut-être que dans la prochaine saison, elle pourra de nouveau employer son pouvoir, mais cette fois-ci pas proche de la mort, mais en étant consciente. C'est là que cette trame se termine, avec donc Landrine qui a récupéré les 2 bracelets et le collier, et Landrine qui révèle à Moghedien qu'elle sait depuis le début qu'elle est une rejetée. Elle veut s'allier à Moghedien et devenir une rejetée également. Pour battre le dragon, il faut être 2, chacun portant un bracelet et le dragon portant le collier. On peut imaginer que Moghedien est accepté, ou en tout cas qu'elle y réfléchit fortement. C'était une trame depuis le début de la saison 1 qui était un peu poussif et qui finalement ne sert pas non plus à grand chose. Landrine et Moghedien ont toujours obtenu ce qu'elles voulaient. Au final, les difficultés, ce sont nos héros qui les ont eues, mais pour rien. Ils n'auraient jamais été à Tanchico, cela aurait rien changé. Landrine aurait eu ses 2 bracelets et le collier et se serait allié à Moghedien sans aucun problème. Exactement comme la fin de cette trame. Seulement, nous avons eu le droit à des évolutions de personnages, mais ça, je vais en revenir un peu plus tard dans la conclusion. La dernière trame que l'on suivait était celle de Rante.
Et au final, c'était la trame la plus importante car tout le scénario est concentré là-dessus. Tout se joue autour du dragon. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que Rand avait détruit le rejeté, on pensait qu'il s'était enfui ou qu'il était mort. Au final, Moiraine le tenait prisonnier. Il devait servir de professeur à Rand. Sauf que Moghedien s'en est occupé et l'a tué, mais ça, Moiraine ne le sait pas encore. Rand, dans ses rêves, soumet des questions à Lanfear. Il commence à avoir des doutes sur ses réelles obsessions. A-t-elle libéré il y a des centaines d'années le Ténébreux parce qu'elle souhaitait du pouvoir ou l'a-t-elle pas fait exprès comme elle le prétend? Est-ce qu'au final elle ne veut pas être avec Rand également pour le pouvoir? Lanfear est-elle vraiment ce qu'elle prétend être? Et dans une scène qui m'a surpris, auquel je m'y attendais pas, on a le droit à Egwene qui rentre dans le rêve de Rand et détruit Lanfear de l'intérieur des rêves. Et nous apprenons très rapidement que tout ça était fait exprès et que les matriarches étaient derrière avec Moiraine et que Rand était au courant de tout. Tout ça avait pour but de la faire venir au désert des Aiel directement. La bataille ultime se prépare. Il y a un combat qui doit avoir lieu et on nous le tease depuis 3-4 épisodes entre Moiraine et Lanfear. C'est ce fameux combat où Moiraine est censée mourir. Rand part avec les Aiel pour être élu Caracal. Et cette scène nous sert surtout pour avoir des approchements émotionnels entre nos personnages. Nous rappeler que Moiraine va mourir probablement des mains de Lanfear et que Rand doit absolument convaincre les Aiel de l'élire Caracal. Seule une armée d'Aiel peut vaincre les ténèbres. La tension de l'épisode augmente et la pression se fait sentir. On sent nos personnages en danger, on ne sait pas si Moiraine va réellement mourir, va-t-elle vraiment se sacrifier pour Rand? Rand va-t-il vraiment réussir à convaincre tous les Aiel? De l'autre côté, je vous rappelle, on a eu les trames à laquelle on a déjà parlé, la Tour Blanche au même moment, où les trahisons se font ressentir également. On a au même moment Nynaeve qui découvre le collier. On a une tension permanente dans tout cet épisode à ce moment-là et nous sommes qu'à une bonne moitié. Lanfear, elle, de son côté, tente le tout pour le tout et essaye de convaincre et de manipuler certains groupes d'Aiel. Ils ne doivent en aucun cas s'allier avec Rand. Elle prépare sa vengeance. Rand l'a trahi, le dragon l'a rejeté encore une fois. Elsa, elle ne le laissera pas passer et elle est prête à tuer Rand. Le futur dragon réincarné, peut-être sera-t-il plus compatissant envers Lanfear et il ne la trahira pas. Rand, avant ce combat final, on a toujours cette attache émotionnelle avec Moiraine. Moiraine a toujours été là pour lui et ça, il l'a vu. Elle a toujours été prête à se sacrifier pour que Rand atteint les objectifs du Caracal. Rand souhaite gagner la bataille ultime et Moiraine va tout faire pour l'aider. Cette scène a vraiment son importance d'attache émotionnelle. Le combat entre Moiraine et Lanfear aura plus qu'un simple combat, elle nous touchera parce qu'on saura que Moiraine est prête à se sacrifier pour Rand et que Rand l'en remercie. Rand, quand il va devoir combattre les Aiel, on aura cette attache émotionnelle parce qu'on sait que tout ça, ça sera grâce à Moiraine. De son côté, Lanfear tente toujours le tout pour le tout et essaye de convaincre d'autres rejetés de s'allier à elle et de tuer définitivement le dragon. Mais nous avons droit à une surprise auquel je ne m'y attendais pas. Il existe un autre Caracal. Un autre personnage arrive de nulle part avec les 2 tatouages du dragon. Là, au moment où je tourne cette vidéo, je n'avais pas capté tout de suite en regardant la série, mais ce personnage, nous le voyons dans la tente quand Lanfear essaye de convaincre un groupe d'Aiel de ne pas s'allier à Rand. Est-ce que ça serait pas plutôt elle qui aurait mis les 2 tatouages sur lui? Et nous avons droit à une scène en parallèle qui va clôturer cet épisode. 3 scènes exactement sont mises en parallèle. Le procès final de la mère d'Amerlin dans la Tour Blanche, qui essaye dans un discours de convaincre les sœurs de la suivre, de suivre le dragon et de ne pas suivre Elaïda qui est là que pour obtenir le pouvoir et c'est tout, elle n'a pas de réel objectif, pas de réel but. On a le combat entre Moiraine qui est au bord de la mort face à Lanfear qui vraiment, on sent qu'elle est supérieure malgré que Moiraine a l'aide de l'âne. Et nous avons la dernière scène de Rand qui tente de convaincre tout le monde, de convaincre les Aiel. Il révèle même aux Aiel qu'ils sont les dignes successeurs du paradigme de la feuille.
Sauf que tout va changer, c'est un risque que Rand a pris. Les Aiel détestent les briseurs de serments, sauf qu'en faisant cette révélation, ils ont tous été des briseurs de serments. Ils ont brisé le serment du paradigme de la feuille, de la non-violence. Les Aiel sont devenus des combattants. Et pour essayer de tous les convaincre, il utilise le pouvoir de l'unique et fait tomber de la pluie dans le désert des Aiel qui n'a pas connu de pluie depuis longtemps. De l'autre côté, la mère d'Amirlin est tuée. Et Moiraine le ressent. Elle est en rage, elle est triste. Et elle tente le tout pour le tout et se concentre pour obtenir tous les pouvoirs de l'unique. Et elle réussit à égorger Lanfear qui arrive à s'enfuir mine de rien. La conclusion se termine. Nous avons donc la mère d'Amirlin qui est définitivement morte, Moiraine qui a réussi à se débarrasser de Lanfear avec l'aide de Lan mais qui est complètement dévastée. Et nous avons Rant, malgré les cris de Hyguen qui lui demande d'arrêter d'utiliser le pouvoir de l'unique, il est submergé par celui-ci et elle n'arrive plus à le contrôler. Et cet épisode se termine sur Rant entouré de fumée noire. Va-t-il complètement basculer du côté des ténèbres ou va-t-il réussir à contrôler l'unique? Seule la saison 4 nous le dira. Il faudra attendre 1 an et demi ou 2 ans environ. Nous avons droit à une fin d'épisode exceptionnelle et elle est digne de toute cette saison 3, qui a été exceptionnelle également. C'était un épisode riche en émotions et riche en effets spéciaux, riche en scénario. C'était un épisode quasiment parfait, sauf peut-être l'intro, je trouve, qui a quelques faiblesses au niveau réalisation. On ne comprend pas tout de suite qu'on a le droit à un retour dans le passé. À moins que ce soit moi qui soit stupide, je vous laisse l'espace commentaire pour donner votre avis là-dessus. Chaque personnage a eu droit à son moment clé dans cet épisode. Et ça fait du bien. Même les méchants, Landrine, Moghedien, tout ça ont eu le droit à leur moment de gloire. Certains même, tous d'ailleurs, même tous les méchants, à part Lanfear, ont réussi. Ils ont obtenu tout ce qu'ils souhaitaient. Landrine arrive à récupérer les 2 bracelets et le collier et même à s'allier avec une rejetée en espérant devenir une elle-même. Elaïda réussit à se débarrasser de la mère d'Amirlin et de devenir elle-même la mère d'Amirlin. En tant que gentil, on a droit à la mère d'Amirlin qui, elle, malheureusement meurt, mais en espérant, en essayant de tout son cœur d'allier une dernière fois les sœurs à la cause du dragon. On verra également dans la saison 4 ce que ça va donner. Les sœurs vont-elles réfléchir? Vont-elles finalement s'allier au dragon et essayer de contrer Elaïda qui n'est là que pour le pouvoir? Hyguen a réussi à convaincre Rand dès le début de l'épisode que Lanfear n'est pas de son côté, qu'il n'a pas besoin d'elle. Moiraine a réussi à se débarrasser de la mort, elle a réussi à se débarrasser de Lanfear et finalement elle ne va pas mourir, enfin pas tout de suite en tout cas. Elayne elle-même a eu droit à son moment de gloire en réussissant à se débarrasser du Naja Noir et de sauver Tom Merrilin qui lui-même a servi au scénario en révélant à Elayne que sa mère est manipulée par une rejetée. Ça va également avoir son importance dans la saison 4. Min qui sauve Matt qui arrive à se débarrasser de ses souvenirs. Nynaeve qui arrive enfin à contrôler plus ou moins ses pouvoirs et peut-être que dans la saison 4 elle sera enfin consciente de tout le pouvoir qu'elle a et elle servira enfin peut-être à quelque chose. Et pour finir, on a Rant qui va probablement être élu Caracan s'il ne fait pas de conneries. Mais tout ça, on le saura dans la saison 4. On a le droit à une fin de saison 3 qui va servir énormément à la prochaine saison. Cet épisode, je sais qu'elle m'a tenu en haleine et à cause d'elle ou grâce à elle, je ne sais pas, je suis de nouveau impatient pour cette saison 4. La vidéo est un peu plus longue que prévu, elle atteint le format que je ne dépasse pas, environ 15 minutes. Et du coup, la conclusion de toute la saison, ce que j'en ai pensé et mon analyse, sera faite dans un autre épisode qui sortira probablement quelques jours plus tard. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis ciao.